Qui êtes-vous, Pierre Moscovici? On est allé voir un de vos amis qui ne dit pas de mal de vous. C'est quelqu'un d'extrêmement sympa, quelqu'un de sympa, de gentil. C'est quelqu'un de gentil, Pierre, dans le bon sens du terme. Et puis c'est quelqu'un qui a cette fidélité et qui a aussi cette fidélité vis-à-vis de ses idées. C'est-à-dire qu'il a une idéologie politique qu'il défend depuis des années. Il n'en a pas changé, c'est pas une girouette. C'est quelqu'un qui a des vraies convictions. Peut-être le handicap qui est le sien aujourd'hui, c'est qu'il est parfois peut-être un peu introverti, entre guillemets, et qu'effectivement, il a toujours été derrière quelqu'un. Peut-être le donner le sentiment que il n'est pas au devant de la scène. Pierre a toujours plutôt une réputation d'homme compétent, sérieux, peut-être parfois un peu triste, entre guillemets, alors que c'est plutôt un type qui a de l'humour, qui est sympa. Donc c'est vrai qu'il a peut-être intérêt à un moment à ce que les médias le voient tel qu'il est. Non, mais il a effectivement la capacité de bien percevoir les gens et avec un humour très particulier de mettre un peu en exergue leurs défauts. Alors voilà, je ne sais pas si on va le faire, mais qui se lâche. Alors, montrez-nous, lâchez-vous. Tiens, vous pourriez faire ce que vous savez très bien faire, imiter Jacques Chirac qui nous vanterait le programme du Parti Socialiste. C'est un programme qui est absolument excellent. Il y manque une chose, c'est que, du point de vue culinaire, je trouve ça faible. Mais bon, je pourrais faire ça, oui. C'est vrai que je l'ai beaucoup imité, Jacques Chirac, mais c'est un peu du passé. C'est un peu du passé. Romain. Alors, votre copain Pupponi disait aussi, il a toujours été derrière des leaders et il faut qu'il trouve sa place. Vous avez travaillé avec Rocard, puis avec Jospin, puis aujourd'hui avec DSK. Et derrière eux, vous n'avez pas peur que les petits jeunes comme Manuel Valls ou Montebourg vous piquent votre place générationnelle? Honnêtement, on a un peu le même âge. Et puis, si je vais ajouter une chose, c'est qu'on a le même problème. Parce que ce qui est soulevé à travers ça, on pourrait dire la même phrase pour Manuel Valls, pour Arnaud Montebourg, pour Vincent Payon, pour d'autres. C'est le problème du socialisme français. C'est-à-dire aussi le problème de la France. C'est qu'il y a un renouvellement qui est extrêmement faible. Je le dis dans ce livre. Les principaux leaders socialistes. Moi, je vous laisse tous les deux. Il faut un brassage de génération, vous le faites là. Ce que je veux dire, c'est que les principaux leaders socialistes, c'est vrai, ont commencé à militer dans les années 70, ont commencé à exercer leur première responsabilité dans les années 80, en ont exercé de très importants dans les années 90 et sont encore là au début des années 2010. Et ça contraste avec ce qui se passe dans d'autres partis. Prenez par exemple la Grande-Bretagne, d'autres pays. En Grande-Bretagne, le leader du Parti travailliste a 40 ans. Le leader du Parti conservateur, le Premier ministre, a 45 ans. Le leader du Parti libéral a 44 ans. Nous n'avons pas su faire cette relève de génération. Alors, elle ne se fera pas cette fois-ci, je crois, franchement. Ce ne sera pas un d'entre nous qui sera candidat à l'élection présidentielle. D'ailleurs, nous ne serons peut-être même pas candidats aux primaires. Mais il est très important que dans ce moment fondamental où se retrouve un pays avec un camp politique, et c'est 2012, et j'espère que ce sera avec la gauche, il y ait une dose de renouvellement. Et que ma génération, notre génération, ces hommes et ces femmes, car il n'y a pas que des hommes, je peux penser aussi à Marisol Touraine, à Olivier Petit, d'autres, trouvent leur place. Il ne faut pas un gouvernement qui soit un gouvernement à l'image du gouvernement de 95 ou 97. C'est pas possible. Il faut un brassage de génération, et honnêtement, nous aurons, je crois, notre chance. Allez, je le crois et je le veux. On va vous faire entendre du Pierre Moscovici. Alors là, on rigole plus du tout. On est en 1994. On vient d'apprendre que François Mitterrand entretenait des relations d'amitié avec un certain Bousquet, qui avait été un acteur très actif de la collaboration. On vous écoute. Ce qui me choque, c'est qu'en 1994, il confesse qu'il a vu avec plaisir jusqu'en 1986 un homme qui a quand même été secrétaire général pour l'administration du régime de Vichy, qui donc a été compromis dans la déportation des Juifs. Quelqu'un qu'on décrit comme d'une carrure exceptionnelle, j'avoue que comme socialiste, comme Français, ça me choque. En tout cas, ça me perturbe, ça me trouble. Vous avez été un des rares, peut-être le seul socialiste, à oser critiquer François Mitterrand alors qu'il était encore président de la République. Ça vous a marqué, ça ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on le voit à l'image. Je ne suis pas seulement troublé, je suis en réalité bouleversé. Je me souviens très bien de ce jour-là. C'était à l'université de La Rochelle. Je prends le train et je lis le livre de Pierre Péan. Et je ne critique pas François Mitterrand parce qu'il a fait un mouvement de l'extrême droite vers la droite puis vers la gauche. Ça, je pense, ça va plutôt dans le bon sens. Je ne le critique même pas de certaines ambiguïtés pendant la guerre. Ce qu'on a appelé les vichisto-résistances a existé. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment troublé, en effet, c'est que dans ce livre, il explique qu'il a conservé jusqu'au bout de la sympathie pour M. Bousquet, qui a été l'organisateur de la rafle du Veldiv. Comme si, au fond, cet épisode-là était un épisode mineur. Et oui, je l'ai dit, et puis il y a eu une affaire derrière considérable.
Lionel Jospin a dit qu'il aurait souhaité un parcours plus clair pour les leaders de la gauche. Ça a été le cas aussi de Michel Rocard. Pierre Mauroy était embarrassé, Dominique Strauss-Kahn était là, Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen, d'autres encore. Ça a été, au sein du Parti socialiste, un véritable traumatisme et ça a sans doute compliqué la fin du septennat, du deuxième septennat de François Mitterrand. Vous savez, on va célébrer dans quelques jours, le 10 mai 2011, 30 ans après la victoire de Mitterrand. Moi, de Mitterrand, je retiens énormément de choses. Un art de la politique unique, un art de la parole. Parce que, oui, mais je parle de moi aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne suis pas un anti-mitterrandiste. Je pense que Mitterrand nous montre la voie sur beaucoup de sujets. Mais en même temps, ça, c'est quelque chose qui fait que je ne suis pas un mitterrandolâtre. Je ne le serai jamais. J'ai vu dans votre biographie que vous aviez un père qui était sociologue et une mère psychanalyste. Est-ce que ça aide pour être au Parti socialiste, à la fois pour comprendre les égos des uns des autres, les petitesses, les bassesses, les coups bas? Oui, vous avez cité Freud tout à l'heure d'ailleurs. Oui, c'est vrai. non, alors ça rejoint un peu une force et une faiblesse peut-être qu'évoquait François Pupponi. Non, d'ailleurs ma mère était communiste, était signataire de l'appel des 121 contre la guerre d'Algérie il y a fort longtemps, et mon père est un des fondateurs des Verts, donc ça ne me prédisposait pas forcément à être socialiste. Ce sont les rencontres qui ont fait de moi un socialiste. Celle de Dominique Strauss-Kahn, justement, qui était mon prof à l'ENA, puis celle de Lionel Jospin, à qui je dois énormément. Je dois énormément à l'un et à l'autre. Je suis un bon socialiste, mais cette force et cette faiblesse, c'est que je suis quelqu'un, il a dit gentil. Non, mais j'ai toujours un peu de recul, c'est-à-dire j'essaie de ne pas me prendre trop au sérieux. J'essaie de ne pas me prendre les autres au sérieux. Je ne suis pas quelqu'un de borné ou de sectaire. J'essaie toujours de comprendre ce que pense l'autre en face de moi. Je fais un débat avec Axel Poniatowski. J'essaie de me mettre dans sa tête, dans sa logique. Je ne suis pas quelqu'un qui exclut. Et ça, c'est peut-être, oui, la marque de mes parents qui font que, voilà, j'ai toujours ce recul sur les choses. Peut-être aussi ce côté un peu intellectuel mais je me soigne fortement. Alors, je suis devenu aujourd'hui un élu, député, président de l'agglomération ouvrière dans le Pays de Montbéliard. Et donc, voilà, ce sont des choses qui passent, mais ça c'est utile en même temps. En quelques secondes, là, j'ai noté quand même dans ce livre, vous dites « La construction européenne a rythmé ma vie ». Vous êtes né en 57, l'année de la signature du traité de Rome. Puis vous dites quand même « Mais la Marseillaise m'émeut ». Et je suis même un patriote un peu chauvin. C'est compatible, ça? Oui, je crois tout à fait. L'Europe ne se fait pas contre ses nations, vous le savez bien. L'Europe, on unit des peuples, on unit des nations. On n'est pas dans la supranationalité pure. Mais vous savez pourquoi est-ce que je dis que je suis un fils de l'Europe? Parce qu'il y a autre chose. C'est vrai que mon père est sociologue et ma mère est psychanalyste. Mais mon père est né en Roumanie. Et quand je suis né, il était apatride. Et ma mère est d'une famille polonaise. Et donc j'ai toujours pensé, contrairement à ce que disait Axel Poniatowski tout à l'heure, que les retrouvailles des Européens, cet élargissement, c'est une opportunité historique fondamentale qui a la nostalgie de ce qui se passait avant 89 quand l'Europe était coupée en deux. Et donc, je pense en effet qu'il fallait élargir. Je sais que ça pose des problèmes. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui suis à la fois très européen et très français. Et j'assume complètement les deux. Donnez juste un exemple de chauvinisme. Dans le sport, si vous voulez, je peux être épouvantable quand je regarde un match quand même. France, quelque chose, là, France, quelque chose, n'existe pas beaucoup. D'accord. Merci. La dernière séquence, merci Romain Gubert. La dernière séquence, l'after RMC.